cet AG, on va mettre un coup de projecteur sur vous pouvez vous mettre là, sinon pas être trop loin de moi. Sur le Vendée Globe, hein, on l'a dit, course de toutes les performances, de l'exponentiel, des superlatifs, course qui permet de caresser et de rendre possible les rêves les plus fous. On est avec Frédéric Côme. Bonjour, vous êtes responsable sponsoring de la Massif et sponsor de Charlie Dalin, qui est donc le vainqueur de cette course. On est également avec Florence Pinault, qui est membre du conseil d'administration de la société d'organisation du Vendée Globe et vice-présidente du conseil départemental de la Vendée. Bonjour et bienvenue. Et on est en duplex avec Guirec Soudé. Bonjour Guirec, est-ce que vous nous entendez bien ? Et ouais, moi, écoutez, je vous reçois fort et clair. Ouais. Ah, génial. On est. Alors vous êtes dans votre île, dans les Côtes d'Armor, hein, c'est ça ? Je campe le décor. Et non, Ah non, vous n'y êtes pas ? malheureusement, non, je suis pas dans les Côtes d'Armor, je suis dans le Finistère. Bon, c'est pas trop mal non plus. Hein. Mais comme mon port d'attache est Concarneau, voilà, je suis à Concarneau. Mais vous êtes sur une île ? Et non, je suis originaire d'une petite île en effet en Bretagne Nord, mais en ce moment là, je suis à Concarneau parce que mon bateau est basé là-bas. Ah d'accord, je voulais mettre un peu de glamour dans votre intervention. C'est pas grave. Alors Guirec, vous êtes navigateur. On peut faire croire qu'on est sur une île, il n'y a pas de problème. Donc Guirec, je rappelle que vous êtes navigateur, que vous avez bouclé votre premier Vendée Globe il y a quelques mois et qu'auparavant vous aviez fait le tour du monde à la voile pendant 5 ans. En solitaire, mais pas complètement en solitaire, puisque vous étiez accompagné de votre fameuse poule que vous avez prénommée Monique, et qui n'est plus de ce monde d'ailleurs, hein, Monique, malheureusement. Et oui, en effet. Ouais, non, malheureusement, elle est partie là, il y a une grosse année maintenant. Ouais. Ouais, alors, Guirec, on va commencer par vous. Premier Vendée Globe. Que vous avez terminé à la 23e place en 89 jours, hein, si mes chiffres sont exacts. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le Vendée Globe ? Est-ce que c'est le Graal ? Est-ce que c'est la course de toutes les performances, de tous les exploits ? Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Ouais, en effet, j'ai mis 89 jours, ouais, c'est ça, je suis rentré début février. Et pour moi, le Vendée Globe, oui, c'est pour moi la plus belle, la plus longue, la plus compliquée des courses en solitaire. Donc c'était quand même assez fou de se dire qu'on peut faire le tour du monde aussi rapidement. C'est vrai qu'auparavant, moi, je naviguais sur d'autres types de bateaux où c'était beaucoup plus lent, quoi. Donc après, c'est des bateaux qui sont pas évidents à mener seuls. C'est plutôt pour moi des bateaux qui sont faits pour être en équipage. Donc voilà, ça demande de beaucoup se surpasser. Mais voilà, c'était une aventure assez incroyable. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce Vendée Globe, quoi. Alors, c'était très différent de ce que vous avez fait avant. On va en reparler, hein, de vos aventures plus personnelles. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez de ce Vendée Globe, Guirec ? Eh ben, bon, il y a eu plein de super souvenirs, hein. Au final, c'est sûr qu'il y a eu des moments compliqués, mais ceux-là, on les oublie un petit peu. Moi, c'était mon deuxième, par exemple, le passage du Cap Horn, mais c'était la première fois que je le voyais vraiment. Et c'était un moment quand même assez fou. Et je pense que c'est mon plus beau souvenir, alors que quelques heures plus tard, j'ai eu un gros souci technique où je fais tomber une voile d'avant qui était un code 0 de 200 mètres carrés dans l'eau. Et la voile vient se coincer dans la quille où j'ai dû plonger au niveau du Cap Horn dans une eau à 4-5 degrés. Donc là, j'avoue que c'était pas très rigolo. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas 36 000 solutions. Donc voilà, il a fallu y aller. Mais donc voilà, donc ce moment-là aussi était très dur. Mais au final, ça fait partie de mes très bons souvenirs, quoi. En tant que skipper, qu'est-ce que cette aventure représente ? Est-ce que c'est une aventure physique, mentale ? Est-ce que ce sont des rêves d'enfant qui deviennent réalité ? Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous ? Et moi c'est complètement c'est un rêve d'enfant. J'ai eu la chance d'être bercé par les histoires de mon père qui avait navigué avec Eugène Riguidel. Et je pense que ça a dû laisser quelques petites traces plus jeunes. Et c'est vrai que moi ça me paraissait vraiment inaccessible le Vendée Globe. Donc il a fallu travailler très fort. Mais ça veut dire quoi, travailler je vous coupe, mais qu'est-ce que ça veut dire travailler très fort ? Quel est le poids de la préparation physique, mentale, en termes de sommeil en amont pour vous ? Alors, ce que je veux dire par travailler très fort, c'est que moi, auparavant, j'ai fait des aventures qui n'avaient rien à voir, en fait. Je fais pas du tout partie du circuit de course au large. J'ai pas fait de Figaro, j'ai pas fait de Mini, tout ça. Donc, il a fallu rattraper toutes ces années-là. Donc, j'ai dû bien m'entourer. J'ai eu la chance de naviguer avec Roland Jourdain, avec Sébastien Digan, avec Corentin Douguet. Et donc, j'ai clairement pas chômé. C'est sûr qu'on est tout seul sur le bateau, mais j'ai eu la chance d'être super bien entouré, que ça soit même sur la partie technique aussi, avec des partenaires qui ont eu confiance en moi, parce qu'il fallait oser quand même
misé sur un cheval qui avait jamais pris de départ auparavant. Voilà, j'ai fait 10 jours de solitaire et je me suis lancé dans la Guyader Bear 1000 Race au départ de Brest. Donc voilà, après, j'étais vraiment, voilà, vraiment très motivé. Donc j'ai travaillé, j'ai cravaché. Et dans l'ensemble, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai que voilà, ça demande quand même des années de préparation, quoi. Frédéric Combe, je me tourne vers vous. Vous êtes donc le sponsor du vainqueur. Qu'est-ce que ça fait d'être le sponsor du vainqueur? Comment est-ce que vous avez vécu cette course? L'arrivée, on imagine la pression qui transpire tout au long de la course. Si, c'est bon. Si, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne la chair de poule. Ah oui, c'est ça. Course ou que à l'arrivée? Ah, surtout à l'arrivée, forcément, parce que c'est magique. En plus, c'était une arrivée à l'aube. Donc, voilà, accompagner Charlie en mer avec le lever du soleil. Ensuite, le chenal avec un soleil magnifique. Hein, les sables avaient tout prévu. Je crois qu'il y avait 140 000 personnes dans le chenal. Et puis une soirée, une fête avec aussi tous les sablés. On leur a offert un beau spectacle de drones. Il y avait 500 drones dans le ciel. Donc beaucoup d'émotions, oui, c'est énorme, mais également toute la course, mais aussi des mois auparavant. Hein. Donc ça apporte beaucoup de fierté en interne. Et également beaucoup de visibilité, hein, parce que si un sponsor s'engage comme ça, on peut avoir différents types d'objectifs, mais le nôtre avec un projet gagnant, c'est vraiment d'avoir de la visibilité, donc des retours médias, et ça a dépassé largement toutes nos attentes. Pardon, Florence Pinault, comment expliquez-vous que les skippers, les sponsors aient autant, je reprends vos termes, la chair de poule? Qu'est-ce qui fait que cette course est mythique? Alors cette course, elle est mythique et elle devient de plus en plus mythique, oui, puisque cette 10e édition a atteint tous les possibles que l'on pouvait ne même pas attendre d'ailleurs, que ça soit lors de l'arrivée, de la première arrivée. C'est vrai que ce chenal est devenu mythique, et pour la première arrivée bien évidemment avec le beau spectacle qu'il a donné, mais pour toutes les arrivées, quelles qu'elles soient, jusqu'à la dernière, et même le skipper qui peut être hors course à un moment donné parce qu'il a eu une avarie mais a décidé de rentrer, et ben les Sablais, les Vendéens, les Français sont là, tout le monde est là tout le long de ce chenal. Et oui, ça met la chair de poule, ça fait rêver les gens, mais c'est la même chose au départ, c'est la même chose tout au long du village, et parce que c'est familial, c'est populaire, et c'est vrai que ce chenal est devenu vraiment mythique pour tous les participants, mais aussi pour tout le public qui vient les applaudir. Guirec Soudé, on a employé le mot mythique à plusieurs reprises. Comment est-ce que vous la voyez, vous la vivez, cette course? Et est-ce que c'est celle qui demande le plus d'énergie, de concentration, qui offre la possibilité unique de tutoyer l'absolu quand on est un navigateur comme vous? Oui, je pense qu'on est au cœur de l'élément. Ce qu'il faut en permanence, c'est clairement se dépasser, surmonter pas mal d'épreuves, essayer de trouver des solutions. Je pense que si on sait tout ce qui nous attend avant de partir pour une aventure comme ça, je ne sais pas si on a vraiment les bagages de surmonter tout ça, mais au final, c'est fou, quoi, parce que voilà, on arrive à résoudre tous les problèmes un par un. Et c'est vrai que voilà, ça reste des bateaux qui sont des grosses machines, et c'est vrai que seul, parfois, voilà, on se pose des questions, quoi. On se pose des questions, et ce qu'il faut au maximum, c'est essayer d'anticiper en permanence, quoi. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une part d'inconscient quand on prend le départ du Vendée Globe? Oui, forcément, il y a une petite part d'inconscience, une petite part de folie. Je pense quand on part dans une aventure comme ça. Voilà, on parlait de Charlie Dalin, forcément, qui a fait une course extraordinaire. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui me plaît aussi, c'est que le Vendée Globe, c'est pas forcément fait que pour les régatiers. Ça peut être une course aussi d'aventuriers, parce que voilà, il se passe un milliard de choses, quoi. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Guirec Soudé, qu'est-ce que ça veut dire se dépasser pour vous? Est-ce que c'est justement cette part d'inconscient qui ressort? Est-ce que c'est frôler la mort? Est-ce que c'est border ses émotions pour rester ultra concentré? De toute façon, c'est sûr qu'il faut rester concentré en permanence, hein. Clairement, on n'a pas le droit à l'erreur. L'erreur, elle est fatale sur ces bateaux.
Après, bah oui, c'est se dépasser. Ouais, bah c'est surmonter plein de choses. Moi, j'ai dû grimper 7 fois dans mon mât. Je l'avais jamais fait en solitaire. J'ai eu des coups de vent avec plus de 70 nœuds, des creux de plus de 10 mètres. Enfin, moi, j'avais vraiment peur que mon bateau casse. Et au final, ça l'a fait, quoi. Donc c'est fou comme les éléments peuvent être déchaînés et comme on peut être en sécurité sur ces petites coques de noix, quoi. Frédéric Côme, quelle est la puissance d'un Vendée Globe pour assumer et développer cette part de rêve dont on parle depuis le début de notre conversation? Qu'est-ce qui fait que cette notion de rêve, de dépassement de soi, qui sont au cœur du Vendée Globe, font que vous vous associez à cette course? Je pense qu'on peut le relier à l'aventure. Hein. Guirec, d'ailleurs, vient d'en parler. C'est une véritable aventure humaine, technologique, où on défie les éléments. Donc, et finalement, c'est ça que l'on partage. Et pour un sponsor, ça n'a rien à voir avec de la publicité, parce que là, c'est vraiment de l'aventure. On vit quelque chose, on le transmet, on le permet aussi. Et c'est ça qu'on souhaite partager aussi bien en interne qu'en externe. Donc c'est vraiment catalyseur de fierté, d'appartenance, et ça permet de transmettre de très nombreuses valeurs dans l'engagement, dans le dépassement. Enfin, tout ce que ces marins qui sont des aventuriers, hein, finalement, nous apportent et nous font rêver. Ouais. Florence Pinon, on sent la détermination, l'abnégation, la détermination du sponsor, l'abnégation du navigateur. Il y a aussi une préparation intense à terre, pendant la course, avant la course, qui amène à un rayonnement incroyable pour le territoire, pour le pays également. Alors oui, c'est vrai qu'un Vendée Globe, en fait, le prochain est déjà commencé. En fait, quand il y a un départ, comme là le 10 novembre, dans les semaines qui suivent, celui de 2028. Donc pendant la course, des on se met navigateurs, déjà vous en préparez œuvre déjà pour le prochain. Ouais. Parce que aujourd'hui, ça a été dit, hein, le Vendée Globe, c'est une course au large qui se vaut internationale, mondiale, avec des hommes, des femmes, avec des personnes porteurs de handicap. Il n'y a pas de classement. Il y a nos compétiteurs, il y a des aventuriers, comme ça a été dit là. Et tous ces navigateurs sont ensemble à faire un tour du monde. Et ce tour du monde, il se prépare très très longtemps à l'avance, bien évidemment à terre, et aussi avec les partenaires, bien évidemment avec les sponsors, puisqu'on le sait par exemple, déjà là en ce moment, on sait qu'il y a à peu près 10 bateaux neufs qui sont en cours, alors qu'on a terminé il y a quelques semaines. Et que tous ces échanges-là se font bien évidemment bien en amont du prochain Vendée Globe 2028. Alors le prochain Vendée Globe, justement, parlons-en. De plus en plus de skippers et de bateaux voudraient prendre le départ, mais vous êtes en train de limiter le nombre de bateaux, hein, c'est ça? Alors c'est vrai que c'est la première fois où on a dû se poser la question en 2020, puisque auparavant on était toujours une trentaine de bateaux, et là on est arrivé à 44 bateaux. Donc il fallait vraiment se positionner sur quel était le chiffre. Et le chiffre qui a été décidé, c'était 40. Alors vous allez me dire pourquoi 40 ? 40 parce qu'il fallait qu'on ait les infrastructures en fait, qui puissent quand même faire rentrer ces bateaux. De plus en plus, ce sont des foilers, donc ils prennent quand même un peu de place dans un port. Et puis il y avait surtout aussi cette volonté que les 40 skippers, mais aussi les sponsors, les partenaires, puissent garder la visibilité, comme ça a été dit, jusqu'au bout. Et puis on tient aussi à garder à ce que le Vendée soit une fête populaire, qui soit accessible à tous et qu'elle soit fédératrice, comme ça l'a été dit. Et je pense que ça, c'est aussi important. Et donc 40, ça nous a apparu le chiffre clé pour que tout ce qu'on vient de se dire là, que le Vendée Globe reste le cœur du Vendée Globe, qu'on ne se perde pas. Donc 40 bateaux au départ du prochain, hein, c'est ça. Guirec Soudé, je reviens vers vous. C'est souvent le Vendée Globe l'aboutissement dans une carrière de marin. Vous, c'est l'aboutissement d'une carrière, du début d'une carrière d'aventurier puisque vous êtes encore jeune. Racontez-nous vos 5 ans autour du monde et votre double traversée de l'océan Atlantique. Est-ce que c'était une excellente préparation au Vendée Globe et si oui, pourquoi ? Ouais, je pense que ça va être compliqué de tout vous raconter, hein, à moins que vous ayez beaucoup de temps. Mais... Ah non, justement, on n'en a pas beaucoup.
Mais j'aimerais bien que vous nous fassiez rêver quand même avec cette part, ce moment de votre vie qui reste indélébile, j'imagine. Ah bah oui, oui, complètement. Ouais, ça m'a forgé si j'en suis là aujourd'hui. Ouais. C'est pas, voilà, tout ce que j'ai pu vivre avant, c'est sûr que ça m'a appris énormément. Ben voilà, moi oui, je suis parti une première fois avec ma petite poule Monique pendant plusieurs années. Donc de 5 ans. On a fait entre autres un hivernage dans les glaces du Groenland, dans un endroit complètement isolé, sans moyen de communication, sans soleil pendant 70 jours, avec des températures qui pouvaient descendre jusqu'à moins 60 degrés. Donc voilà, c'était pas toujours évident. Après, enchaîner sur le passage du nord-ouest, sans pilote automatique pendant plus d'un mois et demi, 2 mois. Donc voilà, c'est sûr que c'était un bon échauffement, on va dire, pour tout ce qui est Vendée Globe. Moi, j'ai pas un préparateur mental, je travaille pas vraiment le sommeil parce que c'est des choses que j'ai pu faire en amont. Donc voilà, donc ça, il y avait eu ce tour du monde de 5 ans avec un passage du Cap Horn aussi, un retournement dans le Grand Sud avec un bateau clairement qui n'était pas vraiment fait pour ça. Donc c'est pour ça que j'étais très heureux de revenir à bord de freelance.com pour enfin avoir une monture digne de ce nom pour ces océans-là. Et puis en effet, j'ai traversé l'Atlantique à la rame à l'aller entre les Canaries et les Caraïbes et je suis resté un petit peu sur ma faim, donc j'ai voulu faire ce retour entre les États-Unis et la Bretagne où ça a été une aventure merveilleuse mais très très dure aussi parce que en fait, j'ai eu des gros soucis techniques très rapidement. Je me suis retourné 2 semaines après avoir quitté les États-Unis et j'avais plus de moyens de communication pendant 90 jours, donc impossible de prendre contact avec la terre ferme, pas de météo, une grosse perte de poids. Enfin voilà, c'était pas marrant tous les jours. Mais voilà, je me suis accroché et puis j'ai eu aussi des vents contraires. À un moment, j'ai tourné en rond pendant plus de 20 jours. Donc là, c'est pas évident de se rattacher à quelque chose. Et c'est vrai qu'au final, dans les moments compliqués du Vendée Globe, je repensais entre autres à ma traversée à la rame et tout de suite, je me disais non, mais en fait, c'est rien là ce que je suis en train de vivre et ça me reboostait pour la suite, quoi. Donc je pense que voilà, c'est important de relativiser et on est avant tout des privilégiés de pouvoir faire ces courses-là, quoi. Donc, Merci beaucoup, Guirec. Surtout que je précise que la traversée de l'Atlantique à la rame, c'était sans votre poule qui vous avait alimenté quand vous étiez prisonnier des glaces dans le Grand Nord. Heureusement qu'elle était là. Là, vous étiez vraiment tout seul. Et là, en effet, ouais, j'étais tout seul. La première aventure, j'avais en effet Monique, qui était une vraie compagnie. Et puis, c'était quand même génial de pouvoir faire des crêpes en pleine mer au Groenland, quoi, avoir des bons œufs frais, c'est quand même génial. Et à la rame, en effet, non, elle m'a pas accompagné, heureusement pour elle, parce que je pense que ça serait pas forcément très, très bien fini, quoi. Ouais, vous étiez un peu à l'étroit quand il y avait un typhon ou des turbulences, hein. Vous étiez un peu à l'étroit dans l'habitat. Ouais, c'est pas très grand. Ouais. C'est sûr que 1,5 mètre carré, t'es assis, allongé et debout. Quand t'es debout à l'extérieur, tu peux pas marcher. Donc, c'est sûr qu'en termes de confort, j'ai connu mieux. C'est pour ça que l'IMOCA, pour moi, c'était assez incroyable, quoi. C'était vraiment presque un bateau de charter, j'ai envie de vous dire. Ouais. Alors Frédéric, comme ce sujet de l'apprentissage qui est au cœur du parcours de Guirec, il se retrouve aussi avec les jeunes que vous embarquez dans l'aventure de la voile à différents niveaux. D'ailleurs, ce travail de sensibilisation pour les initiés et les non-initiés, pourquoi est-ce qu'il est fondamental? À quoi il sert? Oui, c'est important de pouvoir embarquer tout type de public, toute génération. Alors ça commence, j'allais dire tout petit, parce que sur les plages, on organise une opération qui s'appelle Mini Sauveteur, en lien avec la SNSM, pour sensibiliser les jeunes enfants en fait au risque, au risque de noyade aussi. On a aussi une démarche handisurf qui se veut inclusive, de façon à permettre l'accès au monde nautique à des personnes qui sont handicapées. On a aussi Massif Centre de Voile, donc qui est une école de voile qui forme 2000 stagiaires chaque année. On a l'échappée bleue aussi pour faire naviguer des adolescents qui n'ont jamais vu la mer. Donc là, c'est une grande découverte. Et puis après, quand on se rapproche vraiment je dirais de l'expérience de Guirec, on a en fait notre filière skipper massif où en permanence nous avons en fait deux skippers qui naviguent sur Figaro. Et c'est un petit peu notre stratégie de pépinière
hein, donc de détection de talents où on les accompagne pendant 2 à 3 ans pour les faire monter en compétences aussi bien sur le plan sportif que sur plein d'aspects, même la gestion d'un budget, hein, pour voilà, gérer un programme sportif. Et puis comme c'est déjà arrivé avec François Gabard ou Charlie Dalin, ensuite on les retrouve sur nos IMOCA. Alors Frédéric, on l'a dit, c'est la course de tous les exploits, de toutes les performances, de tous les rêves aussi. La France est le premier producteur mondial de voiliers. Est-ce que ce rêve, il tire toute la filière selon vous? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner? Forcément, ça y contribue parce que je ne sais plus qui disait rien ne se fait de grand dans le monde sans passion, sans rêve. Alors quelques chiffres, bien précisément, l'IMOCA massif est fabriqué en France. Hein, 95% en fait de l'IMOCA est fabriqué en France. Alors une grande partie en Bretagne, en Charente-Maritime aussi, mais évidemment en Vendée. Hein, ça c'est incontournable. Un autre chiffre, eh bien typiquement une première mondiale. Hein, une première mondiale, c'était la fabrication de foils par une imprimante 3D. Donc ça, effectivement, on était les premiers au monde pour un IMOCA à fabriquer des foils avec une imprimante 3D. Donc là aussi, je dirais, ça rejoint un petit peu l'excellence et ça permet de tirer vers le haut la filière. Bien sûr. J'ai une dernière question pour tous les trois avant de se quitter et de vous laisser profiter d'un cocktail. Florence Pinault, comment exploiter, évidemment, il va être question de développement durable, de transition écologique, comment exploiter la puissance du Vendée Globe pour tendre vers un monde plus durable? Comment en faire un levier? Est-ce que le Vendée Globe peut être un levier pour éveiller les consciences sur ce thème aujourd'hui, selon vous? Alors, le Vendée Globe est un levier, d'autant plus que notre président Alain Leboeuf est très sensible sur tous ces sujets. Et d'ailleurs, dès cette année, ce dernier Vendée Globe, beaucoup de skippers ont, par exemple, sont munis de capteurs qu'ils ont déposés en mer dans des endroits où personne ne va, hein, très clairement, sauf aujourd'hui nos skippers de la course au large, qui vont nous permettre de récupérer des données météo, des données scientifiques qu'on ne pourrait pas avoir aujourd'hui. C'est un levier aussi avec les liens que nous avons eus avec l'UNESCO pour ne pas utiliser d'énergie fossile, hein, mais déjà beaucoup de skippers le font, ont des panneaux photovoltaïques, et puis grâce aussi à la fondation, hein, qui a été créée pour le Vendée Globe, pour justement devenir un peu une pépinière par rapport à tous ces sujets de développement durable, et puis aussi de pouvoir vulgariser en fait l'océan au plus grand nombre à travers les écoles, à travers les professionnels, à travers les partenaires. Et c'est vrai que le Vendée Globe se veut dans une transition énergétique durable, bien évidemment. Oui, bien sûr. Frédéric, comment est-ce qu'on peut construire des bateaux ultra performants tout en réduisant l'impact environnemental? C'est ça la grande question finalement. Oui, alors de plus en plus, hein, on voit des matières naturelles en fait, hein, qui sont injectées, on va dire, dans les différents produits pour la construction. Mais je pense qu'il faut avoir aussi une vision assez large finalement sur la course au large. Il y a la construction, mais pas seulement. Il y a aussi ensuite toutes les conditions d'exploitation, avoir des bâtiments moins énergivores, travailler aussi à réduire son empreinte pour les déplacements, aussi réutiliser, réexploiter les déchets en fait liés à la construction pour pouvoir retravailler en fait ces matières et leur donner une seconde vie. J'ai pour exemple aussi les moules, hein, les moules de coque de pont qui peuvent être réutilisés, hein, donc ce qu'on appelle des sister ships. Nous, c'est ce que nous faisons, hein, donc pouvoir fabriquer un autre bateau qui est un petit peu un jumeau finalement d'une autre, pour pouvoir réutiliser ce qui est déjà existant de façon à éviter de reproduire tout, enfin, je dirais l'intégralité de A à Z. Merci beaucoup. Guirec Soudé, je vais vous laisser le mot de la fin. Vous avez incontestablement une fibre écologique, évidemment. Comment, selon vous, exploiter ce formidable levier du Vendée Globe pour faire réellement bouger les lignes en profondeur, lever certains verrous sur ce sujet de la transition? Ah, je vous entends plus.
Je vous entends plus, Guirec. Ouais, Voilà, c'est bon. ouais, pardon. Vous étiez mis en ouais, mute. Ouais. Ouais, non, Allez-y. les poules, Allez-y. font du bruit à côté. Non, mais je pense que tout a été dit, mais après, c'est vrai que naviguer avec des anciens bateaux, moi je pense au mien, un bateau qui a 18 ans d'âge, qui a fait plusieurs Vendée Globe, donc je trouve ça aussi, aussi chouette qu'il puisse être encore sur le départ du Vendée Globe et puis être, forcément, on vise pas la gagne, mais être plus ou moins performant. Et puis voilà, c'est vrai que parfois la course au large, la voile, on a un peu pointé du doigt. Et moi, je suis pas vraiment d'accord parce que je trouve que quand même faire le tour du monde avec un élément qui est le vent, je trouve ça assez incroyable et je trouve qu'on a de la chance d'avoir des courses aussi fabuleuses en France. Donc voilà, pour moi, il faut que ça continue. On véhicule des chouettes valeurs. On a la chance d'avoir des beaux partenaires. Donc voilà, pour moi, il faut pas arrêter. Évidemment, il y a du progrès et je pense que tout le monde a pris conscience et que tout le monde joue le jeu. Donc voilà, moi, j'ai pas de doute pour la suite, quoi. Merci beaucoup, Guirec Soudé. Merci à tous les deux, Florence Pinault et Frédéric Homme. Je crois qu'on peut vous applaudir chaleureusement. Merci pour la densité de cet échange. Merci Guirec d'avoir été, je le rappelle, en duplex depuis la Bretagne avec nous. J'ai respecté tout juste les temps. Merci beaucoup.